Mercredi 14 mai 2025, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. Révocation des secrétaires exécutifs des mairies d'Adjara et de Tukuntuna. Voici ce qu'a décidé le gouvernement béninois en sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres ce jour. Présidé comme il est de coutume tous les mercredis par le chef de l'État Patrice Talon, d'autres décisions ont également été prises. À suivre dans cette édition, la substance des échanges. Réduction du prix de gaz au Bénin, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Sadia Assouman, a dévoilé vendredi 9 mai dernier les nouveaux prix de recharge des bouteilles de gaz domestiques. Une décision qui réjouit plus d'un, mais défavorable pour d'autres en même temps. Interrogés sur la question, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés. Hors de nos frontières, tension France-Algérie, le gouvernement français annonce ce mercredi que Paris allait riposter en renvoyant les diplomates algériens. La France a convoqué le chargé d'affaires algérien à Paris pour dénoncer la décision injustifiée et injustifiable d'Alger d'expulser les fonctionnaires français. On en parle dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 14 mai 2025 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidé comme il est de coutume tous les mercredis par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note la révocation des secrétaires exécutive des mairies d'Adjara et de Tukuntuna. Les précisions sur les fondements de cette décision ainsi que d'autres décisions prises au cours de cette session hebdomadaire exposées par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji. On regarde. Révocation des secrétaires exécutifs des mairies d'Adjara et de Tukuntuna. Il est reproché à la première d'avoir organisé avec le directeur du développement local et de la planification la surfacturation du coût de 2 prestations au profit de la commune pour un montant TTC de 3 millions de francs CFA en vue de percevoir une commission d'un montant d'1 million de francs CFA dont 800 000 francs CFA ont été effectivement versés par le prestataire. Les modalités de répartition de cette commission ont été à la base d'une profonde discorde entre la secrétaire exécutive et le dit directeur au point d'envenimer leur collaboration. La supercherie a été dénoncée à la faveur d'une mission de l'Inspection générale des finances effectuée courant décembre 2024 à la mairie d'Adjara. Quant à la seconde, il est mis à sa charge des faits de complicité de manipulation des documents administratifs et de malversation financière dans le cadre du voyage d'une délégation de la commune de Tukuntuna sur la Belgique courant juillet 2024. À ce propos, la délibération du conseil communal autorisant le déplacement ne mentionne guère que l'incidence financière qui en découle est imputable au budget de la commune. Elle a donc fait l'objet d'un arrêté d'approbation du préfet de la Takora en l'état. C'est par la suite
que la secrétaire exécutive a organisé la manipulation du dit arrêté pour y introduire un article mettant les frais du voyage à la charge du budget communal. Cela a permis de débloquer dans un premier temps un montant de 602 000 francs CFA qui a servi à payer des dépenses non éligibles au budget communal. Il s'agit des frais d'établissement de pièces administratives et d'hébergement des membres de la délégation à Cotonou à l'occasion de l'établissement de ces documents. C'est lors du traitement du mandat d'un montant de 995 000 francs CFA dans un second temps, destiné à couvrir les frais de mission des membres de la délégation que la trésorerie communale s'est aperçue de la falsification du document. Mise en demeure par le préfet, la secrétaire exécutive, ordonnateur du budget de cette collectivité locale, n'a pas cru devoir reverser dans les caisses de la commune les fonds frauduleusement décaissés jusqu'à la date de la mission de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes les 28 et 31 mars 2025. Dans un cas comme dans l'autre, ces faits sont constitutifs de manquements graves aux devoirs et contreviennent aux intérêts des communes. C'est pourquoi le Conseil a prononcé la révocation des mises en cause et instruit les ministres concernés à l'effet de faire prendre les sanctions appropriées à l'encontre de tous les agents impliqués dans ces malversations, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils doivent faire l'objet, autant que le prestataire. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts de l'Office de gestion des stades du Bénin, classement du bien culturel dénommé Cataclé au patrimoine culturel national, nomination ou promotion au grade supérieur de certains conservateurs des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025, ainsi que le décret définissant les modalités d'organisation de l'inscription au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation à Cotonou de la 3e commission mixte militaire Bénin-Afrique du Sud du 20 au 23 mai 2025, ainsi que la participation du Bénin à la 78e Assemblée mondiale de la santé du 18 au 27 mai 2025 à Genève, en Suisse. Parlons toujours du Conseil des ministres. Le gouvernement a également prononcé des nominations à la Commission béninoise des droits de l'homme. On note, entre autres, Brice Roussou et Serge Prince Agbodjan. Des précisions dans cet élément. À l'issue du processus de sélection, les personnes ci-après ont été nommées à la Commission béninoise des droits de l'homme. Comme membres, au titre de la qualité d'enseignant à l'université. Titulaire, M. Abdou Bakari Imoru. Suppléant, Mme Sylvie Vitondin Deschacus. Au titre de la qualité d'avocat. Titulaire, Maître Brissoussou. Suppléant, Maître Falilatou S. Alessandrine Saïzonou Bédier. Au titre de la qualité de médecin. Titulaire, Dr Basile Fassinou. Suppléant, Dr Cédric E. Parfait Bigot. Au titre de la qualité d'expert en matière pénitentiaire et autres questions de privation de liberté. Titulaire, M. Jean-Paul Serge Prince Agbodjan. Suppléant, Madame Akwavi Inès Lorenda Hadonou, épouse Tofon. Au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des personnes handicapées et des personnes vulnérables. Titulaire, Madame Perpétue Kosuo, épouse Winato. Suppléant, Monsieur Rahman A. Orubare. Au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des femmes. Titulaire, Madame Chokomi Sabine Tungakwagu. Suppléant, Madame Olga Louise Véronique Noati. Au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des enfants. Titulaire, Madame Sidikatou Adamon Bissiriou. Suppléant, Monsieur Olaïtan Michael Kentosu Diego. Secrétaire général,
de la dite commission, Madame Léria Koundé. On parle gouvernance à présent. L'ancien Premier ministre du Bénin sous le régime de Boni-Yayi, Lionel Zinsou, est candidat au second tour de la présidentielle de 2016. S'est prononcé sur la gouvernance de Patrice Talon à la tête du Bénin depuis 2016. Pour l'homme d'affaires, le régime en place travaille avec efficacité et rapidité. C'était à l'occasion de la commémoration de la Journée de l'Europe le vendredi 9 mai 2025 à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin. Il y avait beaucoup de facteurs de développement sur lesquels on ne jouait pas et qu'aujourd'hui on est capable de mobiliser au bénéfice des populations. Et ce qui est étonnant dans ce qui se passe au Bénin, c'est que la gouvernance est rapide et efficace. C'est un peu nouveau et c'est assez exceptionnel en Afrique, a déclaré Lionel Zinsou. À maintes reprises, l'homme d'affaires a décerné de bonnes notes aux autorités actuelles. Une voix indépendante et crédible qui, au vu de son expertise, crédibilise le bilan de Patrice Talon à la tête du Bénin depuis 9 ans. L'actualité, c'est aussi le retour du Katakle, 27e trésor royal. Le Bénin a accueilli le 27e trésor royal après se restituer par la France en 2021. La cérémonie de restitution a eu lieu ce mardi 13 mai 2025 au Palais de la Marina à Cotonou. Romaric Djessougo-Benou nous fait le point dans cet élément. C'est un événement majeur qui vient enrichir le patrimoine culturel du Bénin. Le Katakle, art emblématique, est considéré comme le 27e trésor royal après se restituer par la France en 2021, est officiellement de retour sur le sol béninois. Cette pièce rare, témoin de l'histoire et du raffinement de la cour royale d'Abomey, a été accueillie ce mardi à Cotonou par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et son homologue des Affaires étrangères en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. C'est de la profondeur et de la richesse des traditions ancestrales qui ont donné un sens et une vie au Katakle. C'est de tout cela que nous devons nous rendre compte ce jour face à l'œuvre. À travers la signature de l'accord de restitution, nous voudrions affirmer la solidité de notre engagement commun à encourager le retour, la circulation et l'accès au patrimoine culturel des peuples. Le fruit d'une coopération diplomatique et culturelle entre la République du Bénin et la Finlande. Ce moment est un moment symbolique pour la relation entre la Finlande et le Bénin. La culture ouvre des portes, établit des liens, crée des ponts. Et aujourd'hui, à partir de ce pont bâti autour de notre histoire commune, nous allons essayer de construire plus dans la relation avec la Finlande. L'importance de reconnaître l'histoire, même dans ces zones d'ombre, et de construire des ponts culturels durables entre les peuples. La restitution du Katakle témoigne de la coopération excellente qui existe entre les deux pays. Le Katakle est arrivé en Finlande à travers un système d'échange de collections avec la France, et c'était en 1939. L'histoire du Katakle pendant des décennies était inconnue, et c'est grâce à des recherches que nous avons finalement pu confirmer que le Katakle avait été pris à Abomey lors de la campagne militaire française. Le Katakle, dont l'origine remonte au XIXe siècle, est un objet de prestige qui servait à la fois d'ornement royal et de marque de pouvoir. Son retour suscite de l'émotion et renforce la volonté du Bénin de faire du patrimoine culturel un pilier de son identité et de son développement touristique.
Dans le même registre, le cataclè, tabouret emblématique du royaume de Dahomey, est un symbole qui démontre l'humilité du roi dans certaines circonstances. Dans une interview accordée à Romaric Djesugogbinou, Florent Eustache Ressou, enseignant et acteur culturel, a exposé les différentes facettes de ce trésor. On le suit. Le cataclè, c'est l'humilité d'abord. Parce que quand on compare cette pièce muséale au trône du roi, le trône du roi c'est beaucoup plus grand, c'est sculpté, c'est parfois posé sur 4 crânes humains, en tout cas ces choses-là, ça fait une bonne hauteur. Tandis que le cataclè, le roi descend, ça fait humilité. Ça fait que le roi se met à la disposition de la personne avec qui il veut parler en ce moment-là. Et c'est souvent le Bokono. C'est quand il veut prendre à Djikwin qu'il descend et il se met au même niveau que le roi. Alors, le cataclè se repose sur 3, c'est un trépied. Et nous allons parler donc du chiffre 3. Et donc, à Dokuno Peatomono Flio, le cataclè aurait pu être posé sur 4 pieds, comme des chaises françaises. Mais un élément qui est posé sur 3 pieds, ça fait 3. Ça fait à dos. Ça fait l'équilibre, le parfait équilibre du royaume. Ça fait les 3 éléments. Ça fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça fait le triangle, le parfait triangle. Et quand on rentre en spiritualité aussi, ça fait Segbolissa. Ça fait Minona et ça fait Boko Legba. Pour dire que le symbole spirituel de cet outil est fondamental dans le règne des rois du Dahomey. Lorsque vous prenez par exemple le triangle, c'est une figure géométrique très importante qui se rapporte au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui se rapporte également au niveau de la considération quand on vient dans les pratiques traditionnelles. Donc je pense que c'est une victoire culturelle hors pair. Je peux même dire que le retour de cette pièce-là équivaut véritablement à toutes les autres pièces parce que le cataclè manquait, parce que le cataclè, ce n'était pas une pièce comme toutes les autres, c'est quand le roi est préoccupé qu'il descend de son trône et s'assoit, puisqu'il ne peut pas s'asseoir par terre. C'est comme s'il s'asseyait par terre. C'est comme on vient à la cuisine pour assister à sa femme en train de manger. C'est comme on vient, sa femme est couchée, on prend le cataclè, on s'assoit et on discute avec son épouse comme un être simple, comme un être humble, et non comme le roi assis sur son grand trône, les grands jours, les grandes dates où sa population est là, où son peuple est là, où il doit montrer sa grandeur, sa magnificence. Conclusion, le cataclè, une pièce très importante, taillée dans une même pièce, 27e pièce, donc chiffre 9, ça fait redécollage, ça fait la puissance, et je crois que c'est une belle réalisation de notre pays. Et puis on parle politique à présent, quelques heures après sa suspension de sa démission du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. L'ancien ministre Alain Adirou était l'invité matinal de ce mardi autant pour moi sur ESAE Télévision. Interrogé sur ses relations avec d'autres formations, notamment les démocrates et l'ancien président Boni Yayi, Alain Adirou reste prudent. Il revendique une posture d'opposant modéré, attaché aux valeurs humaines plus qu'à l'argent et laisse entendre qu'il reste disponible pour toute dynamique politique sérieuse. Suivons-le au micro d'Abdelkader Achero. Comme tout citoyen, je suis de l'opposition, mais je ne suis pas du parti Les Démocrates. Si vous m'obligez à faire une analyse grave, je dirais, mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, plonge ses racines dans le régime 2006-2016. C'est là où nous avons trébuché. On ne va pas faire ce débat-là aujourd'hui. On a trébuché comment? On ne va pas faire ce débat-là aujourd'hui. Vous savez l'âge que j'ai. Maintenant que j'ai tourné la page, FCBE que je portais comme des clous dans mes sandales. J'ai tourné cette page-là. Et comme je l'ai dit, je demande pardon à tous ceux qui voyaient en moi
FCBE, pensant que j'étais allé me prostituer. Ok? En méthodologie de recherche, il y a ce qu'on appelle l'observation participative. J'en avais entendu parler de Paul Rumpé et de sa clique. Mais je me suis dit, il se réclamait de l'opposition. Puisque je suis de l'opposition, peut-être que si je pouvais apporter quelque chose, je le ferais. J'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai constaté qu'ils ont une image. Cette image-là leur sied bien. Ils n'ont qu'à travailler à redorer le blason de leur image, corriger cette image-là. Et que le peuple voit en eux des porteurs crédibles de ses préoccupations. Ce n'est pas mon problème à moi. Je ne suis pas un chef de parti. On vous sent très fâché. Je ne suis pas un chef de parti. Je reste un homme politique. Je réclame. Et l'homme politique fait quoi en 2006 ? Je réclame ma crédibilité qui n'est pas construite par Paul Rumpé ni sa clique, ni par Yaïboni. C'est par le général Mathieu Kérékou que moi, ma crédibilité en politique a été construite. Je la réclame fortement. Je ne la vends à personne. Je ne l'ai jamais vendue à personne. Donc, votre réponse par rapport à 2026, je la réserve. Vous la réservez pour d'ici à 2026. D'ici à 2026. Voilà, vous le constaterez. Alain Adirou, dans la mouvance présidentielle ou aux démocrates? Adirou Alain, de l'opposition. De l'opposition. Je travaillerai. Il y a un nouveau parti politique maintenant, le libéral. Je travaillerai activement à ce que, en mars ou en mai 2026, quand on va annoncer le président de la République du Bénin, que ce ne soit plus l'image de l'actuel président, que j'aime beaucoup, que ce ne soit plus l'image du président Talon. Lui-même le sait d'ailleurs. D'accord? Donc je ne dis rien de particulier. Je vais travailler à cela. Maintenant, qui va être à sa place? Pour le moment, cela ne me préoccupe pas beaucoup. Parce que l'opposition... Et si le candidat désigné de Patrice Talon était quelqu'un qui vous retrouvez ses valeurs? Parce que l'opposition a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Je suis en train de suivre, comme le lait sur le feu, un candidat. Ah bon? Ce n'est même pas un candidat potentiel. Parce que nous sommes dans un pays où ce n'est plus facile, quelques mois avant les élections, de s'annoncer, de se déclarer. Donc, tout le monde pense que personne ne s'est encore déclaré. Mais celui-là, il a été déjà candidat il y a quelques années. Il l'est à nouveau. Il a fait ses pas. Nous travaillons ensemble. Et le moment venu, si la question de parrainage est résolue comme cela doit être, eh bien, celui-là va montrer sa tête. Il est aussi des démocrates? Il est de l'opposition. Il est de l'opposition. Est-ce que l'opposition se réduit au parti Les Démocrates? Éric Oundété, j'ai posé une question. Non, je n'ai pas entendu votre question. Non, ce n'est pas Oundété. Oundété, c'est un ami. Mais Oundété, il est démocrate. Mais celui-là n'est pas dans le parti des démocrates. Mais il est de l'opposition. Il est de l'opposition. Ils sont beaucoup de l'opposition, mais qui ne sont pas du parti. D'accord? Le vrai problème aujourd'hui, de demander les perspectives, le travail que je m'impose déjà de le faire, etc., c'est que les dirigeants politiques actuels cessent de tenir en otage le peuple. À moins d'un an des élections générales de 2026 au Bénin, la question de la rélecture du code électoral et du parrainage continue de susciter moult réactions et commentaires au sein de la classe politique. L'ancien ministre du général Mathieu Kérékou, en charge des relations avec les institutions, la société civile et les Béninois de l'extérieur, Alain Adirou a rompu le silence pour donner son point de vue sur l'actualité nationale, notamment sur le nouveau code électoral et la réforme du système partisan. Suivant un extrait de ses propos au micro d'Abdelkader Achéro. Le peuple a un droit inaliénable. C'est lui qui choisit ses candidats, ses enfants qui peuvent le diriger. Qu'on ne nous impose pas deux familles, non. Quelqu'un de la mouvance, donc de Patrice Talon, et un autre de l'opposition. Vous savez, ce que Patrice Talon, la mouvance et les démocrates, ce qu'ils défendent fortement aujourd'hui, c'est le maintien du parrainage tel que c'est. Tel que c'est. Ça leur donne du pouvoir. Parce que tout parrain potentiel a l'obligation de passer par un parti politique. Une chapelle politique. Tout candidat. Tout candidat. Oui. Et ce que le peuple veut, parce que les partis politiques, ce sont des organisations privées. Ah bon? Bien sûr. Est-ce que vous êtes membre d'un parti politique? Est-ce que tel ami? Non. Est-ce que vous avez l'obligation d'être? Non. Ce sont
des groupes privés qui sont au service de l'intérêt partisan, intérêt politique mais partisan. Alors que le parrainage, tel qu'institué, même si je ne suis pas d'accord, mais le parrain, ce sont des députés, donc ce sont des élus. Ce sont des maires, donc des élus. Eux, ils détiennent leur légitimité du public. On ne peut pas imposer au public de s'inféoder avec le privé pour défendre les intérêts publics. Je vais détailler ça davantage à d'autres occasions. Donc, que le peuple cesse d'être géré comme un otage. Ça, c'est une petite invite que je fais en direction du chef de l'État. Pour dire, libérer le parrainage pour qu'il y ait autour de 4-5 candidats. Là, le peuple choisira. Ça peut être le candidat. Ça peut être le candidat de Patrice Talon. Le nombre de candidats ne sont pas pléthoriques également. Mais quand il dit 4-5, c'est déjà largement bon. C'est déjà largement bon. Comparément à 26, à 30 et quelques. Il suffit de faire 77 plus 109 divisé par 28. D'accord? Vous verrez le nombre de candidats possibles. Il faut ouvrir, il faut enlever le carcan des partis politiques et dire après, ça c'est un petit texte, c'est une petite virgule qu'il faut mettre dans la loi, et dire après qu'aucun candidat ne doit avoir plus de 28 parrains. Il faut mettre ces deux virgules et points virgule. Vous souhaitez qu'on aille à cette modification pour que je souhaite aucun candidat n'ait à présenter plus de 28 parrains. Voilà, c'est le minimum. Premièrement, qu'on dissocie le lien qu'il y a, la relation d'obligation qu'il y a entre les partis politiques et les parrains. D'accord? Qu'on libère le parrainage. Parce que c'est un droit... Lorsqu'un parti politique a plus que 28 parrains, qu'est-ce qu'il fait des autres parrains? Non, je dis, premièrement, qu'on dissocie ça. Deuxièmement, qu'on dise qu'aucun candidat ne doit avoir plus de 28 parrains. D'accord? Si on dit ça, vous verrez que nous aurons 77 maires, parrains potentiels, 109 députés, parrains potentiels, vous faites l'addition, vous divisez par 28. Et vous aurez le nombre exact de candidats que notre pays aura en 2026. Si le président de la République fait ça, il va redorer toute son image dans l'opinion publique. Parce qu'au niveau des réalisations physiques, on lui concède que beaucoup de choses ont été faites. Mais au niveau des réalisations immatérielles, la démocratie, beaucoup de blessures, qu'il a reconnues lui-même à l'occasion de la conférence de presse qu'il a faite lorsque le président Macron était là. La démocratie béninoise a été un peu blessée. Qu'il corrige ça. Il s'en va progressivement sortir du jeu politique, qu'il corrige ça. Il verra comment son souhait d'être porté en apothéose sera rempli. Justement, pour finir cette question-là, lorsque vous demandez à ce qu'un candidat ne présente pas plus que 28 parrains, lorsque le parti politique par exemple, dispose de 52 parrains par exemple, et que la loi spécifie qu'il ne doit pas en proposer plus de 28, alors le surplus, il en fait quoi? Le parti politique, je vois un autre candidat, il lui délivre ça, c'est ça? Avant que les Béninois élus ne soient députés ou maires, ils sont membres de partis politiques. D'accord? Oui. Mais une fois qu'ils sont devenus des élus, ils sont au service de la nation. D'accord? Il faut relativiser leur appartenance politique partisane par rapport au poids du pays, au poids de la nation qu'ils portent. Un député n'est pas un député de son parti. D'accord? Le maire n'est pas au service de ses partisans, au service de toute la nation. Le député, même chose. Donc, il faut, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, enlever cette relation très difficile, très dure avec le milieu partisan et laisser les maires, les députés jouer le rôle de parrain tel que la loi l'impose. Pour le moment, je dis, acceptons encore ça. Et le reste se fera avec beaucoup de plaisir. Vous le constaterez vous-même. Je l'annonce au sommaire de cette édition, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Sadia Assouman, a dévoilé vendredi 9 mai dernier les nouveaux prix de recharge des bouteilles de gaz domestiques au Bénin. La bouteille de 1,5 kg sera cédée à 1000 francs CFA, tandis que la bouteille de 3 kg sera vendue à 2000 francs CFA. La ministre a indiqué que la bouteille de 6 kg qui est précédemment cédée à 4 700 francs CFA a connu une réduction de prix. Elle sera désormais vendue à 4 500 francs CFA, mais le prix des bouteilles de 12,5 kg reste
inchangés. Elle a indiqué que la mesure ne concerne que les populations de petites bourses. À cette décision, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés. Ils sont au micro de Anaël Vianedo. De 4800 est venu à 4500. Bon, c'est bon. 300 francs de différence, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est bon. Si ça peut continuer comme ça, si on peut sensibiliser les vendeurs, les distributeurs, et ils vont respecter le prix, ça serait bon. Parce qu'avant, les gens vendaient à 4800, il y a d'autres qui font ça à 5000, et c'est ça partout. Ce n'est pas encore le prix qu'il faut aux Béninois par rapport au coût de vie. C'est un plus, c'est un plus. Là, désormais, si tu as Oris et tu as trouvé Bénin Petro, tu peux prendre la bouteille d'Oris et on va te servir Bénin Petro. C'est un plus, c'est bon. Je suis d'accord, c'est peut-être un petit pas, mais ce n'est pas l'essentiel. Ma proposition, c'est de baisser carrément et d'uniformiser les bouteilles comme ils sont en train de le faire. De baisser à 50% les prix d'aujourd'hui. On souhaiterait que ça va venir jusqu'à 3000 comme ça, comme avant. Parce qu'avant, on nous vendait ça à 3500 et c'était bien. Aujourd'hui, à 4000, 4500, il y a encore à faire. Ils n'ont qu'à encore diminuer. Et puis on parle culture à présent. La différence entre l'auteur et l'écrivain a fait l'objet d'un débat au cours du Salon du livre des journalistes le 8 mai dernier à la bibliothèque Excellence. Le dramaturge Ousmane Aledji se prononce sur la nuance entre les deux mots et fait quelques clarifications. Suivons-le au micro de Carles Kitome. Vous pouvez être auteur, par exemple. On commence par ça, puisque c'est d'écrit qu'il s'agit d'un ouvrage, d'un texte, d'un poème. Mais vous pouvez être aussi auteur d'une grossesse, auteur d'un acte, auteur d'une production, quelle qu'elle soit, production musicale, production d'œuvres de l'esprit. Vous pouvez être auteur, pourquoi pas, d'un crime aussi. Vous êtes responsable d'un crime, on vous dit, il est auteur de ce crime-là. Ainsi de suite. Donc, un auteur, pour moi, c'est le responsable d'une production, le responsable, celui qui répond de l'acte qu'il vient de poser. Tandis qu'un écrivain, c'est quelqu'un dont le métier c'est d'écrire. C'est un professionnel de la plume, mais plus loin, parce que les journalistes sont des professionnels de la plume, bien sûr. Plus loin, c'est quelqu'un qui a des prétentions de publication. Publication non pas dans les journaux, mais publication en termes d'ouvrage. C'est très important. À défaut d'avoir des publications d'ouvrages, vous devez avoir des publications publiques. Ça peut renvoyer à la scène. Beaucoup pensent que les écrivains sont uniquement des gens qui ont publié, etc. Or, présenter une œuvre de théâtre, par exemple, sur une scène, c'est une forme de publication. Une œuvre qui est adaptée au cinéma est une publication. D'accord? Si vous avez l'habitude d'écrire pour le cinéma, vous êtes un écrivain. Pour le cinéma, on va dire vous êtes scénariste, etc., etc. Dans le même registre, plusieurs types de contrats peuvent lier un auteur et un écrivain. Les possibilités de collaboration sont présentées ici par le professeur Fernand Noulbeto, au micro toujours de Carles Kitome. On regarde. Assez fréquemment, c'est ce que nous connaissons le plus. L'écrivain est en même temps l'auteur. Il est en même temps l'auteur. L'auteur, en fait, ce n'est pas celui qui a le... Donc, la frontière, dans le cas d'espèce, entre les deux, n'existe presque plus, n'existe pas du tout. Puisque la figure de l'auteur se confond avec celle de l'écrivain. Mais il arrive aussi que l'écrivain soit distinct de l'auteur pour la même œuvre. Vous savez,
qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent ici et là. Si je prends un roman comme Le regard du roi de Camara Laye, il semble, et c'est vraiment attesté, que l'auteur de l'œuvre, c'est Camara Laye. Mais l'écrivain, ce n'est pas Camara Laye, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit le roman. Vous avez entendu parler de littérature nègre. Littérature nègre. Et donc, c'est des personnes qui ont le pouvoir économique ou des moyens de pression et donc qui demandent à d'autres personnes de leur écrire une œuvre que ces personnes-là écrivent, soit pour être rémunérées, soit pour avoir une gratification symbolique. Et l'auteur devient la personne qui a commandé l'œuvre. Le commanditeur de l'œuvre en devient l'auteur. Mais pour le public, il est à la fois auteur et écrivain. Mais dans la réalité, il ne l'est pas du tout. Parce que ce n'est pas lui qui a écrit le texte, l'œuvre. C'est quelqu'un d'autre qui a écrit l'œuvre et qui le lui a proposé. Même chez nous ici, il y a des cas comme cela. J'ai été témoin d'un cas assez singulier où quelqu'un a écrit la moitié d'un roman, et vu l'âge, à un moment donné, il s'est senti fatigué. Il a dit, je ne peux plus continuer, je suis fatigué. Mais je voudrais bien que le roman soit achevé. Et donc il a commencé à chercher quelqu'un. Ça s'est passé ici au Bénin, je sais bien de quoi je parle. Et il est tombé sur quelqu'un qui lui a dit, écoute, moi je suis prêt à t'aider. Au début, il n'était pas question de contrat. Donc la personne a pris la première moitié du texte manuscrit, l'a lu, et maintenant s'est lancé dans le processus de rédaction de la seconde moitié, qu'il a fini par écrire. Et donc, finalement, le commanditaire était très très content. Il lui a donné une gratification, mais il a publié l'œuvre, et voilà, c'est son nom qui est sur le circule actuellement dans le pays. Dans un autre registre, la ferme avicole à l'aide des mamans donne ses premiers œufs après 4 mois d'intenses activités. Les responsables de l'association Il Sorriso di Moc Italia ont procédé à l'évaluation des femmes bénéficiaires du projet Maman Vie le lundi 12 mai dernier à Aguagon, dans la commune de Glazoué. Reportage signé Setondélarios Adjagueno. Fait un break pour évaluer la mise en œuvre du projet Maman Vie par l'association Il Sorriso di Moc Italia à Aguagon. La coordination de la ferme sociale avicole à l'aide des mamans jauge le niveau d'appropriation des méthodes d'élevage des poules pondeuses par les bénéficiaires. Nous avons eu à former en tout pour tout 100 femmes. Ces 100 femmes ont, avec abnégation, suivi la formation théorique à la base. Et nous sommes entrés dans une phase pratique depuis le mois de janvier, où nous avons reçu une bande de 500 poules pondeuses qui sont entrées actuellement en ponte après 4 mois d'activité. Et nous sommes à l'instant évaluation où devant tous, nous allons devoir poser quelques questions à ces vaillantes femmes qui pourront nous dire comment elles sont arrivées là. Pour ce faire, les femmes bénéficiaires ont passé à tour de rôle un examen oral sur les différentes étapes d'élevage des poussins pontes. Avant l'arrivée de nos poussins, on doit faire l'entretien du bâtiment. Après ça, faire les vaccins aux poussins, les donner leur provence, faire le vaccin à temps. Après ça, on doit régulièrement faire le traitement de ces poussins-là. S'ils commencent par pondre, on doit aussi faire le traitement de ces œufs-là avant la vente. Depuis l'Italie, Mazia Danella, présidente de Il Sorriso di Moc Italia, a participé à cette séance d'évaluation. On fait quoi alors quand il est malade? Quand un animal est malade, on la déplace d'une part des autres pour la faire ses traitements. Après ces traitements, si elle retrouve
sa santé, on la rejoint aux autres. On fait ça parce que si l'animal qui souffre, si la maladie dont elle souffre est contamineuse, ça peut contaminer les autres. Donc, c'est pour ça qu'on déplace l'animal malade pour faire ses soins. C'est vrai. Alors, monsieur le formateur, est-ce que ça va si ma maman m'a aidé à répondre? Parfaitement. Les réponses apportées par chacune des femmes bénéficiaires aux questions montrent leur degré d'assimilation des notions acquises. Nous n'avons pas parlé dans des oreilles de sourds. Nous n'avons véritablement pas gaspillé notre temps. Elles ont retenu et la preuve, c'est qu'elles ont pratiqué. Et nous sommes là, devant les résultats, les yeux sont sortis. Et nous pouvons dire vraiment, c'est une réussite parfaite. On n'est pas en train d'investir pour rien. Les formateurs, je compte à féliciter les formateurs. Ils ont bien fait leur travail. Aujourd'hui, j'ai vu que nos mamans ont compris vraiment ce qu'ils ont d'apprendre depuis le décembre. Les femmes bénéficiaires et leurs encadreurs expriment une fois encore leur gratitude aux responsables de l'association Isoriso Dimok Italia et à ses partenaires. Isoriso Dimok! Merci, merci, merci! Isoriso Dimok! Merci, merci, merci! Chiesa Vadeze! Merci, merci, merci! Chiesa Vadeze! Merci, merci, merci! Nous remercions toute la coopérative italienne parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir un cœur vraiment sensible pour penser à son prochain. Je remercie beaucoup Isoriso Dimok pour tous les efforts fournis. Aujourd'hui, on a fini avec la phase d'examen pour nos mamans. Et puis, je suis très content. À travers ses premiers résultats, l'association Isoriso Dimok Italia est en train d'atteindre ses objectifs. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre et de développer un sujet dans le domaine des affaires. On utilise ce terme pour désigner la création d'une activité économique dans le but de répondre à un besoin ou d'atteindre un objectif spécifique. Bamidele Linda Akpo, une jeune femme, s'est imposée dans ce domaine avec son prêt-à-porter. Quentin Amousso nous emmène à sa découverte. Comme dans le temps, là, il n'y avait pas de moyens, c'était tellement difficile pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé. Bamidele Linda Akpo est une jeune femme âgée de la trentaine. Elle est la promotrice de Bami Store, une boutique de prêt-à-porter située à Fifadji. On y retrouve tout type de vêtements. On vend des vêtements femmes, hommes, enfants. Nous vendons des crêpes, des chaussures, des tapettes, des sacs. La boutique appartient à Dieu, mais c'est moi, je travaille ici. Des articles à des prix abordables pour tout type de clients. Sur commande de nous, nous nouveautés des tons d'intro, nous posté parce que nous avons contact support, nous posté et nous je veux ça, et nous avancé Les vêtements commencent à partir de 4 500 jusqu'à 25 000. Ça dépend, 4 500, 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, 12 000, 8 000, ça dépend. C'est prix par prix. Donc, quand j'habille une cliente, elle revient toujours avec un résultat positif. Comme tout entrepreneur, Bamidele a connu également des moments de difficulté. J'avais commencé avec ma tante, la petite sœur à ma maman. On était dans les friperies. Je mettais des traits sur ma tête avec les cintres accrochés sur le trait. Quand je vends un article, j'ai droit à 150 francs. C'est comme ça que j'ai commencé. Et après, je me suis aussi mise dedans. J'ai ouvert ma première boutique à Sainte-Rita, au bord du pavé, au temps de Tobola. Donc en ce temps, il fut un temps, les gens sont venus me casser. Ils ont cassé la boutique complètement. J'ai encore repris de zéro. Ça n'a pas été facile, mais je rends grâce à Dieu. Avec l'aide de Dieu, j'ai trouvé ici, qui est à Fifadji, roi de l'air.
et je l'ai nommé Bami Store. J'ai fait l'ouverture de la boutique avec quelques articles seulement, pour ne pas dire 20 ou 30 au plus. Ainsi se résume l'histoire derrière le prêt-à-porter Bami Store avec plus de 6 ans d'expérience dans le domaine. Et puis on parle société dans cette édition. L'argent est souvent présenté comme une cause nécessaire mais non suffisante de bonheur. Indispensable pour se libérer de la crainte de manquer de l'essentiel, à savoir se nourrir et se loger. Il est aussi utile pour se faire plaisir. À la question de savoir si l'argent fait réellement le bonheur, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont répondu, suivant-les, au micro de Francis Olafarami. L'argent fait le bonheur parce que qu'est-ce que tu vas faire dans la société actuelle où nous évoluons, dans la vie actuelle où nous évoluons, qui va se passer de l'argent? Tu ne peux rien faire sans l'argent. Même pour boire de l'eau, il te faut de l'argent. Il s'agit de quel argent? L'argent volé ne fait pas le bonheur. L'argent authentique peut faire le bonheur. L'argent naturel fait le bonheur, mais l'argent volé, détourné, ça ne fait jamais le bonheur. Donc, il est bien vrai, on ne peut pas vivre sans l'argent, mais dire que l'argent fait le bonheur, bon, l'argent chez moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. C'est ton comportement d'abord et tes actes que tu poses dans la société qui va te mettre à l'aise. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Je l'ai souvent dit, partout où je passerai. En fait, la valeur sociale d'un homme n'est pas proportionnelle au diplôme obtenu, ni au pouvoir détenu, ni à la richesse accumulée, mais beaucoup plus à son développement dans sa communauté de base ou dans son pays pendant qu'il est encore vivant. C'est l'argent qui guide le monde entier. C'est l'argent qui guide tout le monde, où on se lève très tôt le matin, on se couche trop tard le soir. C'est à cause de l'argent. On peut dire que c'est l'argent qui guide le monde. Parce que toute la mafia que nous observons, tout ce que nous observons, c'est l'argent. Mais l'argent à tout prix. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'argent à tout prix. Regardez toutes sortes de sacrifices, de crimes rituels auxquels nous observons. Tout ça, c'est à cause de l'argent. L'argent à tout prix, c'est ça qui n'est pas bon. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Je vais vous donner l'exemple bête. Je vais un exemple comme ça. Je suis chez moi, j'ai 1 milliard. Dans mon salon et dans mon coffre-fort, je suis là, ma santé, je ne peux pas me lever. Est-ce que vous pourrez dire à 1 milliard, là, va à la pharmacie, va acheter des produits, avec moi ça il va les consommer, va m'appeler le médecin qui vient me consulter. L'argent contribue au bonheur. L'argent ne peut pas faire le bonheur et ne peut pas tout faire. Vous pouvez avoir de l'argent en quantité, il y aura des choses qui vont échapper à la seconde, alors que celui a 10 000, vous avez 1 million. Vous serez en train de perdre du temps, il a versé 10 000 francs, il peut avoir ce qu'il veut en un temps record, pendant que vous êtes en train de perdre du temps et d'aller dans tous les sens pour rien. Hors de nos frontières à présent au Mali, en vertu d'un décret présidentiel adopté ce mardi 13 mai lors d'un conseil des ministres extraordinaire, les partis politiques et les organisations à caractère politique sont dissous sur toute l'étendue du territoire. L'annonce a été faite sur la télévision d'État ORTM par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien du processus électoral, Mamani Nassiré. Cette dissolution était en préparation depuis plusieurs semaines et avait suscité un début de contestation inédit dans le pays. Les réunions et autres activités des partis et organisations politiques désormais dissous sont interdites sous peine de sanctions. Les personnes en exercice dans les institutions politiques et administratives de l'État, en vertu d'une désignation politique, peuvent poursuivre leur mission, mais sans se réclamer de leur parti. Le gouvernement de transition précise que cette mesure fait suite à l'abrogation de la charte des partis politiques. Les partis politiques maliens n'ont cessé ces dernières semaines de dénoncer leur dissolution programmée. Considérée comme une violation de la Constitution, une atteinte au pluralisme et aux acquis démocratiques. Certains cadres politiques toujours soucieux
de rester dans la légalité envisage déjà, autant pour moi, des actions judiciaires pour contester cette mesure. Mais les organisations politiques étant désormais dissoutes, ces éventuelles démarches ne pourront pas même être entreprises en leur nom. Quant à la mobilisation citoyenne, elle s'expose plus que jamais au risque de répression. Direction la France à présent, le gouvernement français annonce ce mercredi que Paris allait riposter en renvoyant les diplomates algériens. La France a convoqué le chargé d'affaires algérien à Paris pour dénoncer la décision injustifiée et injustifiable d'Alger d'expulser des fonctionnaires français. C'est une nouvelle étape dans les tensions entre les deux pays. Après l'annonce dimanche par l'Algérie, les nouvelles expulsions des fonctionnaires français. De sources françaises, ce sont 5 agents qui ont été expulsés, soit en dessous des 15 expulsions annoncées dimanche par l'APS, l'agence algérienne de presse officielle. Selon Jean-Noël Barrot, ce sont les mêmes profils qui devront quitter la France. L'Algérie avait convoqué dimanche le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger pour lui notifier de nouvelles expulsions de fonctionnaires français du territoire algérien qui étaient en mission de renfort temporaire. Cela dans un nouvel épisode de la profonde crise diplomatique entre les deux pays. Selon le Quai d'Orsay, l'expulsion des fonctionnaires français a été prise sur la base d'une décision unilatérale des autorités algériennes d'établir de nouvelles conditions d'accès au territoire algérien pour les agents publics français détenteurs d'un passeport officiel, diplomatique ou de service en violation de l'accord bilatéral de 2013. Le ministre avait déjà indiqué dimanche que la relation entre la France et l'Algérie restait totalement gelée depuis l'expulsion mi-avril de 12 fonctionnaires français par Alger et une mesure de représailles similaire sur Paris. Et voilà, chers internautes, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAV TV.